Alors, vous avez parlé tantôt de marché, vous dites que la GDZ produit, vous n'avez pas utilisé le mot, mais presque exclusivement pour l'extérieur. Pas totalement, mais presque. On lui fait cette reproche de ne pas, on lui fait ce reproche de ne pas produire pour le marché intérieur. N'est-ce pas compréhensible? N'est-ce pas normal que, eh bien, on lui reproche cela? C'est un peu par méconnaissance. Je comprends ça s'entend, mais c'est par méconnaissance. Est-ce que c'est vous savez que le marketing déjà? Ça? Non, vous savez que le marché intérieur, il est pourvu par les entreprises qui s'installent partout dans le Bénin. Les entreprises qui s'installent à la GDIZ, d'accord, sont des entreprises qui sont censées apporter des devises pour le Bénin. Et nulle part au monde, là où nous avons des zones industrielles ou des zones économiques spéciales de ce type, en juillet dernier, j'étais allé visiter celui du Gabon. Il y a toujours une partie qui est réservée pour le marché local. Mais cette partie est faible parce que le but de tout l'armada qu'on a octroyé aux entreprises qui s'installent à la GDIZ, c'est pour leur permettre d'exporter et d'être compétitifs sur le marché international. Sachez que, pour la petite histoire, la proportion qui est prévue, je préfère ne pas donner la proportion qui est prévue, parce qu'il y a une proportion en fonction du régime que tu choisis dans la GDIZ, il y a une proportion qu'on t'accorde. Ça fait partie des cahiers de charges. Oui, il y a une proportion on t'accorde de mettre sur le marché local et une partie que tu dois exporter. Sachez que si, dans la proportion qui est prévue pour être exportée, si vous vendez une partie sur le marché local, vous êtes taxé. Conformément à la loi au Bénin. Pourquoi? Parce que si vous avez des avantages pour pouvoir exporter et que vous profitez de ces avantages-là pour mettre sur le marché local, vous faites une concurrence déloyale à celui qui est à Dassa, qui est en train de faire la même production. Vous convenez avec moi? Qui paye les taxes. Mais dans le commun des mortels, on ne sait pas quels sont des produits qui sont ici de Glo Djigbe et qui sont vendus au niveau local. Les Béninois cherchent, on ne voit pas. Aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas aussi se précipiter, de mon point de vue. Beaucoup d'usines qui sont annoncés à Glo Djigbe, mais ils sont en construction. Beaucoup. Mais il y en a qui font des habits, les t-shirts, là, on ne connaît pas de boutique à Cotonou, ça se vend. Il y en a. Il y en a. Juste pour la petite histoire, les textiles, il est prévu 10 usines à terme. Aujourd'hui, il y en a 3 qui sont en construction, dont une qui est déjà fonctionnelle. Une usine, elle fait du rodage. Vous êtes d'accord avec moi? Pendant un bon moment, ça peut durer 1 an, 2 ans. Elle produit, mais elle est en rodage. Et ce sont des vêtements qui étaient en rodage, mais qui, fort heureusement pour le Bénin, malgré que c'était du rodage, étaient de bonne qualité, ont été vendus finalement. Ouais. Parce qu'elles n'étaient pas prévues forcément pour être vendues. C'est possible, vous comprenez. Donc, aujourd'hui, si vous allez à Yerevan et dans beaucoup de grandes boutiques au Bénin, vous avez les vêtements qui viennent de GDIZ. Et qui sont, pour la consommation, je veux dire, locale. Oui, sont quand même, oui, qui sont pour la consommation locale, j'affirme, qui sont quand même d'un prix pas accessible. Parce que pour avoir participé à des séances avec eux, ça a été dénoncé. Oh, oui, ça, on peut faire ce procès, mais il faut aussi savoir que ce sont des investissements. Ce sont des investissements. Ce n'est pas forcément pour le marché local. On est aussi dans le rodage. Acceptons aussi que les entreprises. Si l'adresse que vous connaissez, c'est Yerevan, vous savez bien que c'est pas destiné aux Béninois, à tous les Béninois, en tout cas. Oui, tout ne peut pas être destiné à tous les Béninois. Mais c'est un marché local, soyons un peu. C'est un marché local. Yerevan n'est pas interdit à quelqu'un parce qu'il est pauvre. Est-ce que je veux qu'on soit... Ça, ce n'est pas faux. Voilà. Donc, je veux qu'on ne généralise pas tout. Enfin, c'est pour faciliter la compréhension. Alors, Arsène Fador, je veux bien
que vous fassiez percevoir à tous la cohérence finalement de la GDIZ avec le plan de développement agricole. Voilà, donc Madame Pisse, je vous remercie. J'ai entendu que l'emplacement et la manière dont la GDIZ aujourd'hui fonctionne, parce qu'elle reçoit des matières premières agricoles venant de tout le Bénin parfois, n'est pas cohérente avec le développement à la fois agricole et industriel du Bénin. Ça, je m'inscris en faux. Ah oui. Je m'inscris en faux parce que c'est vraiment une méconnaissance totale du développement industriel. Totale. Le développement agricole est déjà en marche au Bénin parce que les ATDA aujourd'hui font un travail remarquable d'encadrement qui a rehaussé complètement dans toutes les spéculations, je répète, la production. Et donc, de ce point de vue, en termes de développement agricole, on y est. On est en train de faire notre petit bonhomme de chemin. Le développement industriel requiert beaucoup de facteurs de production, notamment l'énergie, l'eau, les routes, les voies, les VRD et beaucoup d'autres choses. Et tous ces éléments, tous ces facteurs ne sont pas toujours disponibles dans tous les coins du Bénin. Donc, souffrons que là où on a pu consentir des investissements pour le moment, qu'on profite pour créer de la valeur en ces lieux. Et ça, c'est... Donc, l'autre chose qui m'a paru, que j'ai entendu, qui est aussi une aberration, c'est pas parce que Glo-Digbe est Aglo-Digbe, comme le nom l'indique, oui, que ça veut dire qu'il faut nécessairement qu'on ne transforme que l'ananas qui est produit dans la localité ou le palmier à huile. Ça, c'est une aberration. De mon point de vue, c'est une aberration totale. Quand on prend le Bénin, Glo-Digbe n'est pas le bassin du palmier à huile. D'accord? Donc, ça, c'est... Qu'on me dise demain que nous voulons exporter de l'huile rouge ou de l'huile raffinée de palme vers le Nigeria et qu'on aille s'installer à Igolo ou à Francourt, ça s'entend. À condition qu'on ait calculé tout l'investissement qu'il faut faire comme l'investissement additionnel à l'activité. Parce que c'est pas parce qu'une industrie veut s'installer quelque part qu'il va construire les routes. Vous convenez? Et c'est le rôle de l'État d'installer des zones industrielles un peu partout. Aujourd'hui, nous en avons un à Sémé, nous en avons un à Agapé, à Ouida, nous en avons un à Passagon, j'en passe, qui sont des zones industrielles dans lesquelles l'État est en train de s'évertuer à mettre en place ce qu'on appelle les facteurs de production. C'est-à-dire l'énergie, l'accès, les routes, etc. Et sur la question du coton, par exemple, où on savait quand même que le coton, de l'autre côté, il y avait quand même des usines d'égrenage dans le nord Bénin et tout, mais qui aujourd'hui, docteur Souno Kondé dit que la GDIZ ne devrait peut-être pas transformer le coton et qu'on aurait pu se contenter de ça. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? Oui, ça c'est une méconnaissance totale de la chaîne de valeur du coton. Aujourd'hui, c'est exactement ce qui se fait aujourd'hui, c'est exactement que le coton qui quittait les zones, les bassins de production après avoir été égrené en direction du port pour être exporté. Je parle vraiment du coton égrené. Fait une bifurcation et va s'arrêter à Glo-Digbe. Et au lieu qu'il soit exporté et que nous ne profitons pas de la valeur ajoutée, c'est-à-dire des emplois, du revenu des ménages, de l'impôt, suffisamment. Aujourd'hui, une partie de ça, et je peux l'affirmer qu'environ 15% de la totalité, aujourd'hui, va à Glo-Digbe pour être transformée en vêtements. Sachant que une usine de transformation du coton égrené jusqu'aux vêtements, c'est de la pointe. C'est une usine de pointe qui requiert beaucoup de choses. Donc, pour cela, acceptons aujourd'hui que cela se fasse en un seul lieu, parce qu'on a pu faire l'investissement là-bas. En attendant. En attendant. Et je peux accepter qu'on attire l'attention de penser rapidement à faire un autre, peut-être, dans une autre région. Mais il faut que des études économiques, des études sectorielles, des études de marché, des études, des business plans soient réalisés
pousse les investissements qu'on veut consentir dans ces zones-là et que cela soit rentable. Vous savez aussi, en fonction des priorités de l'État, l'État peut décider à un moment ou à un autre, pour des raisons peut-être extra-financières et techniques, parce que moi, c'est vraiment mon domaine, de commencer, de se lancer dans le développement d'une zone dans une localité, dans une autre localité. Mais vraiment, quand je dis, c'est au détriment. Est-ce que, je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément les critères de rentabilité qui seront à ce moment-là. Bien avant. Alors, est-ce que vous pourriez plus nous en dire sur l'exportation et la transformation du coton et du caoutchouc au Bénin? Qu'est-ce qu'on doit retenir? Oui, sur ce volet, je pense qu'on doit être fier en tant que Béninois parce que quand on dit que le Bénin a exporté des vêtements, tout le monde ne le perçoit pas. C'est normal et je comprends. Évidemment que... Et apparemment, les chiffres ne sont pas disponibles. Et bon, ça, c'est un autre procès, je pense. Je peux dire là juste que j'ai aussi entendu que la mise en route des usines textiles à Glodigué a baissé l'exportation du coton, ce qui est normal. J'ai dit qu'une 15% partait pour être transformé en textile. Pour être transformé en textile. Et ce 15e de % qui est réexporté finalement en vêtements, que peut-être d'aucuns iront loger dans une autre rubrique, évidemment, ce qui est normal, ce n'est plus la rubrique coton, ressort avec une plus grosse valeur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, finalement, la somme de ce montant-là, de cette exportation, plus le coton, dépasse largement l'ensemble du coton qui était initialement exporté. Et ça, c'est vraiment c'est ça le but. C'est le but du jeu. La baisse des exportations du coton n'est pas du tout compensée par l'augmentation de l'exportation du cajou, comme j'ai entendu sur vos plateaux. Je n'aimerais pas appeler le nom de quelqu'un, mais j'ai entendu ça sur vos plateaux. Mais c'est quelqu'un qui vous a amené. Et sur le caillou. Évidemment. Sur les chiffres, est-ce que ça se passe toujours aussi bien? Le soja également. Il est fait à la GDZ, précisément à la CIPI, cette querelle-là, d'acheter tout ce qui est produit au Bénin, comme soja, d'interdire la vente, ça c'est un peu le gouvernement, dans la sous-région ailleurs, d'acheter au prix qu'elle veut, la CIPI, et d'exploiter juste une partie ici, sur place, transformer juste une partie, mais de réexporter tout le reste au lieu de laisser les producteurs eux-mêmes aller vendre où ils veulent. Comme cela serait normal, quoi. Et vous dites que... Oui, c'est au nom... Ce que vous dites, c'est au nom de la libre concurrence, comment on dit... Non, même du développement de la zone industrielle. Non, vous savez... Mais en même temps, pourquoi on ne se limite pas juste à la capacité de la zone industrielle et le reste, on organise la réexportation? Je pense, pour ma part, quelque part, qu'il y a une organisation de filière qui est en train de se mettre en place dans ce secteur-là. En attendant, maintenant, cette filière. La politique de la CIPI pour acheter les produits chez les producteurs, la politique du gouvernement par rapport aux ventes privées, si vous voulez, aux ventes privées des producteurs, l'interdiction de vente dans la sous-région. Croyez-moi, c'est pas un sujet uniquement technique. On est vraiment dans quelque chose qui peut toucher ce qu'on appelle la souveraineté économique d'un pays. Je trouve que c'est pas un sujet qu'il faut évoquer banalement. Je ne sais pas si vous savez qu'au nom de la souveraineté économique, un pays comme les États-Unis décide unilatéralement d'augmenter une taxe sur des produits provenant de tel pays. Peut interdire à ces populations, excusez que je dis interdire à ces populations, et ça, si vous voulez, je peux vous apporter des exemples, d'exporter
tel ou tel produit. Vraiment, il faut, parce que si on ne se met pas clairement sur, on ne clarifie pas le périmètre dans lequel on est en train de faire le débat, on serait en train de faire un débat lié à la souveraineté économique d'un État, comme si c'était politique ou comme si c'était vraiment une politique commerciale de la CIPI. Parce que là, moi, je vois clairement 3 sujets. La politique commerciale, donc le trading de la CIPI, les règles, la souveraineté économique, parce que n'allez pas vendre hors des frontières. Oui. C'est vraiment une souveraineté économique. C'est l'État qui voilà. Ensuite, tout ce qui est lié maintenant à la politique, c'est-à-dire la coloration politique de tous ces événements, je pense qu'il faut pouvoir bien circonscrire à chaque fois qu'on veut faire ce débat-là. Je reste ouvert pour donner ma lecture, mon technique sur ces sujets-là. Mais je veux dire qu'il y a quelque chose de très important auquel on ne peut pas se soustraire parce que nous, on ne peut pas. C'est-à-dire la souveraineté économique d'un État, c'est vraiment des choses, c'est très, vous l'avez dit très, très loin. À plusieurs reprises. La souveraineté économique. Au nom de la souveraineté économique. Est-ce qu'au nom de la souveraineté économique à Senfado, est-ce que on peut contraindre les paysans à vendre en dessous du prix de revient? Je le dis schématiquement, aussi simplement, un produit, n'est-ce pas, qu'on a obtenu, disons, à 200 francs, on contraint les paysans, les producteurs à vendre à 150, alors que dans la sous-région, peut-être le même produit est acheté ailleurs à 300 francs, à 400 francs. Vous pensez que c'est au nom de la souveraineté économique que ça doit courir, ça? Je ne dirais pas oui, forcément. Par contre, je vais apporter une petite nuance à ce que vous dites. Le coût de revient, c'est un mot que j'entends souvent. Le coût de revient, il est unique? Monsieur Vigile, est-ce que le coût de revient est unique? Lorsque vous vendez du bissap dans votre maison, je vends du bissap dans ma maison, le bissap de 50 francs que je vends, il me revient au même prix que le vôtre? Pas forcément. Pas forcément. Voilà. Supposons que le mien me revienne à 10 francs et que le vôtre vous revient à 40 francs. Si l'État décide qu'on doit l'acheter à 30 francs, qu'est-ce que vous direz? Mais l'État ne décide pas. Non, dites-moi qu'est-ce que vous direz? Non, laissons la raison pour laquelle vous direz que l'État est en train de vous faire perdre 10 francs. Et moi, je dirais que l'État est en train de me faire gagner 20 francs. Attention aux mots que nous utilisons. Le coût de revient n'est pas unique. Est-ce que vous comprenez? Il y a la compétitivité qui est importante. Quand je dis la compétitivité, c'est tellement important, c'est-à-dire que l'État doit s'évertuer pour que le coût de revient de toutes les productions, partout dans le Bénin, baisse. Donc, il n'y a rien à corriger dans ces plaintes, complaintes des producteurs. Monsieur Vigile, je suis persuadé que dans ce monde, quel que soit le sujet que vous allez aborder, il y a toujours quelque chose à corriger, que ce soit avec ce régime ou avec n'importe quel autre régime. C'est ce que vous dites? Je ne dis pas que tout est bon et je ne dis pas que c'est correct. Mais est-ce que je dis juste que il faut que le débat soit bien sain, bien circonscrit, pour que les solutions ou les approches de solutions soient précises aussi. Soient aussi précises. Est-ce que à cette allure, les usines de Glo Djigbe, même de Glo Djigbe, ne risquent pas de manquer de matières premières si ce n'est pas corrigé? Considérons que c'est une situation conjoncturelle, d'accord? Je ne crois pas que la situation que vous évoquez soit une situation voulue, permanente. Ça fait quand même sur 2 saisons, si je me trompe, que les producteurs crient. Les acteurs, il y a des faillites. Parle même des suicides. On parle des exilés. 2 ans pour un pays. Je pense que nous sommes en train de faire une marche. Tout n'est pas correct. Mais je pense qu'il faut qu'on accepte que on doit résoudre les problèmes.
Je suis parfaitement d'accord avec vous. Est-ce que, Arsène Fador, on pourrait aborder la question de l'impact de la GDIZ sur les devises? Oui, c'est important. Vous savez, tout pays, dans le cadre de la création de richesses, dans le cadre du développement économique d'un pays, doit avoir des devises. Parce que les devises permettent de faire des achats à l'étranger, de payer les soins comment on les appelle, les malades qui sont évacués. Voilà. Donc, toutes les charges de payer même les ressortissants qui travaillent dans les ambassades hors du Bénin. Un pays qui n'a pas de devises, ça lui coûte très cher l'achat de devises. Vous comprenez? Pour avoir de devises, il n'y a pas deux moyens. Il faut en créer. Il faut exporter. Il faut exporter. Pour avoir des devises étrangères, il faut exporter. Quand vous avez de devises, vous gagnez de l'argent. Parce que nous sommes dans un creuset qu'on appelle l'UEMOA. La Côte d'Ivoire en crée tellement que dans l'UEMOA, elle vend des devises à beaucoup de pays à des moments donnés. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que l'État achète des devises. Ça suppose que vous, Virgile, qui voulez acheter quelque chose, un bien en Allemagne, qui va vous coûter 500 millions, le bien, quand vous faites la conversion, le bien vous coûte 500 millions, vous risquez de dépenser 700 millions. Vous comprenez? Parce que votre pays n'a pas de devises. Il est très important de savoir que la GDIZ a vraiment un rôle de rapporter des devises au Bénin. Mais le deuxième rôle qui est important, c'est la création de la valeur, c'est-à-dire les emplois, les revenus, les impôts, tout ça inclus. À quel niveau on est s'agissant des emplois, des revenus et autres? Aujourd'hui, sans que je ne sois très exhaustif, disons, aujourd'hui, la GDIZ est déjà... je connais une usine dans la GDIZ à titre personnel qui embauche 3000 salariés. Dans la GDIZ? Une seule usine que je connais. Et nous avons des usines que je connais qui sont en construction et qui vont à terme employer environ 25 000 personnes. Je pense que la GDIZ, c'est beaucoup d'emplois qui vont être créés. Et s'il y a quelque chose que je vais dire qui me paraît important, c'est que lorsque nous parlons d'emploi, beaucoup de gens ne voient pas un autre côté très important de l'emploi qui est la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est-à-dire les retraites et tout ce qui est ce que beaucoup de gens prennent parfois qu'on paye aux parents qui ont des enfants au travers de la CNSS. Et donc, je crois que en réalité, normalement, on gagne parce qu'on crée des emplois et on va vers les emplois décents. Je ne sais pas si vous comprenez. Une petite PME qui embauche 2-3 personnes au quartier aura du mal à leur faire de contrat, pas parce qu'il ne veut pas, parce que le niveau d'activité n'est pas suffisant pour soutenir ça. Vous comprenez? Et l'autre chose qui est un pan très important que beaucoup de gens ne voient pas encore venir, c'est que lorsque le nombre d'entreprises dans la GDIZ va atteindre un nombre critique, même les PME vont en profiter. Beaucoup de petites entreprises vont s'installer non loin de Glodibé pour fournir des petits services. Vous comprenez? Oui. Une grosse usine qui a, je dis ça au bas mot comme ça, dont l'activité utilise 10 camions, n'a pas besoin forcément de se spécialiser en vulcanisation. Vous comprenez? Elle peut, dès qu'elle a une panne sur ces choses-là, faire appel à un vulcanisateur avec qui elle a contracté. Bien entendu, ce vulcanisateur doit développer un niveau de service acceptable. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, il y a vraiment tout un enchaînement
à voir le développement de Glodibé. Il y a un enchaînement. Et par rapport au développement de Glodibé, j'aimerais vous poser la question de savoir comment aujourd'hui le Bénin essaie de résoudre, on va dire, les problèmes de compétences et de financement de son secteur industriel, puisque vous êtes expert industriel. Merci. Puis je pense que c'est un sujet intéressant qui me plaît bien de développer à d'autres occasions de façon plus en détail. Sachez que le financement des industries n'était pas quelque chose de très connu chez nous au Bénin, et ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qui était tout à fait normal, on n'en avait pas suffisamment, et le peu que nous avons ne tenait pas. Parce que structurer le financement d'une industrie, ce n'est pas forcément avoir le montant dont on a besoin. Okay. Beaucoup de gens ne le savent pas. C'est-à-dire une usine qui va vous coûter au total, en tout, pour que vous démarrez 5 milliards, vous n'avez pas besoin d'avoir 5 milliards. Vous, si c'est vous qui portez le projet, vous n'avez pas besoin d'avoir 5 milliards. Il faut aller chercher. Au bas mot, il vous faut quoi? Peut-être le tiers, maximum. Et c'est suffisant. Et le reste, aller chercher d'autres actionnaires. Si vous avez le tiers, vous avez un expert financier avec vous, vous mobilisez le reste. Pas forcément actionnaire, il y a tout un mécanisme, vous pouvez aller chercher de la dette, il y a plein de types de dettes, etc., qui sont des dettes spécialisées pour ces secteurs-là. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a des entités que l'État a mis en place, et je le dis avec beaucoup de fierté, la Caisse des dépôts et consignations du Bénin, qui a été mis en place par l'État pour soutenir le financement de ces industries-là. Pas forcément, pas uniquement à Glodibé, mais il y a des usines qui s'implantent à Dassa, à Sémé, à Bonikon, qui sont en cours de structuration pour que le financement soit mis en place. Est-ce que finalement, c'est par méconnaissance de ça que le reproche est fait aujourd'hui, qu'il n'y a pas suffisamment de Béninois à la G10? Oui, je pense que il y a peut-être pas suffisamment de communication. Je peux être d'accord avec vous, et je pense que je ne suis pas forcément celui qui va expliquer pourquoi il n'y a pas suffisamment de communication. Mais j'estime aussi que il y a une école. On est en apprentissage dans un domaine. Acceptons aussi. Avant de communiquer, Arsène Fado, est-ce que ceux que vous financez, ce sont des Béninois ou des étrangers par ailleurs? Les deux. Il a répondu. La totalité. En majorité des étrangers. Des Béninois en majorité. En majorité des étrangers. Je dis en majorité des Béninois. Je le dis avec vraiment... certitude. Avec beaucoup de certitude. Beaucoup de certitude. Beaucoup de je crois que vous avez déjà fait le débat aussi. Alors, moi j'ai aussi un petit problème. Lorsqu'on parle aujourd'hui, le terme est très en vogue, de développement industriel, on ne voit que la G10. Comment est-ce qu'on fait pour... qu'aujourd'hui au Bénin, parce que à la G10, il y a les reproches politiques. On n'est pas là pour parler politique. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour que le Bénin, en termes d'industrie, se diversifie? Je pense que... Je sais pas si vous percevez... lorsque vous voulez parler de développement industriel dans un pays comme le nôtre, il est bien d'avoir un porte-flambeau. Et le porte-flambeau aujourd'hui, c'est la G10. C'est tout. Et il en est de même, si vos souvenirs sont bons, la zone industrielle de Sémé fut à un moment ou à un autre le lieu par excellence du développement industriel du Bénin. Je pense que la G10 est un porte-flambeau. Et moi, je me dis aussi qu'il est bien que les autres industries qui sont en train de se développer, dont moi j'ai connaissance pour une partie, hors de la G10, que ces industries sortent de terre. Et puisque vous en parlez... Avant que une communication importante, quelle sorte de terre? Parce que c'est des secteurs variés. Je peux vous dire que nous sommes vraiment... il y a des usines dans le secteur pharmaceutique, il y a des usines dans le secteur de la farine, de manioc, il y a des usines dans le secteur de la fabrication des câbles électriques. Il y a beaucoup de secteurs qui sont aujourd'hui hors de la G10. Je suis bien en train de... Puisque vous en parlez, pourquoi la zone franche industrielle de Sémékodi a été abandonnée au détriment de Glodibé à ce jour? Pourquoi, je ne peux pas dire. Mais le modèle de G10 est
totalement différent de Vous pouvez nous expliquer ça? Sémécoudi était une zone franche. C'est quoi la différence entre la zone franche et une zone économique? La GDZ est une zone économique spéciale. Oui. C'est-à-dire qu'une zone économique spéciale, c'est une zone à laquelle on a donné des avantages et on a fixé des conditions. Et la zone franche? La zone franche, c'est une zone franche, il y en a partout, c'est une zone exemptée, juste d'impôts. Autrement dit, il y a une incitation à aller s'implanter à Glodjigbe plutôt que dans les autres zones franches. Une incitation, je veux bien percevoir. Par qui? Par l'État, c'est ça? Il y a beaucoup plus d'avantages. Autrement dit, pour ne pas être vicieux, il y a beaucoup plus d'avantages à aller à la GDIZ qu'à aller à Sémé, c'est ça? Pas nécessairement. OK. Pas nécessairement. Vous n'avez aucune obligation d'exportation à Sémécoudi. Mais les gens... Est-ce que vous convenez? Vous comprenez? Ceux qui sont installés à la zone franche de Sémécoudi se plaignent. Vous n'êtes pas sans le savoir. Non, attendez que je finisse. Vous n'avez aucune obligation d'exportation à Sémécoudi. Vous avez des obligations d'exportation à la G10. Vous comprenez avec moi? Donc, si vous n'exportez pas... Si vous avez personnellement ou à titre spécial votre marché au Nigeria, le marché de d'écoulement de votre produit, pourquoi ne pas s'installer à Sémécoudi? Et je vais vous dire pour ma part... Juste pour réduire la distance? Pour être proche de son marché. Bien sûr, dépendamment, comme je le dis, dépendamment, parce que j'ai dit en début de propos qu'il n'y a pas que. C'est pas un seul aspect qu'on regarde. C'est pas si on se comprend. On peut avoir son marché au Nigeria et ne pas venir s'implanter à Sémé, parce que ce n'est pas la proximité qui vous apporte peut-être l'avantage compétitif à ce moment-là. C'est pas si on se comprend. Sachez aussi que les conditions d'installation, aujourd'hui, la zone industrielle de Sémé, la zone franche industrielle de Sémé, en tant que zone franche, n'est pas le sujet. Si vous voulez vous installer à Sémé aujourd'hui, ce n'est pas le fait de s'installer à Sémé que vous mettez en avant. Vous allez prendre un agrément au code des investissements. Je ne sais pas si vous comprenez. La politique de création qui a abouti à la création de la zone franche industrielle n'a pas prospéré. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça, je ne comprends pas. Elle n'a pas prospéré. Ce n'est pas... c'est l'État. Autrement dit, ça a échoué, la zone franche de la politique n'a pas prospéré. C'est-à-dire, ce qu'on voulait faire, on ne l'a pas fait. On n'a pas atteint le résultat. Voilà. Aujourd'hui, ce que le gouvernement actuel fait, c'est de dire, vous pouvez vous installer dans la zone, ce que je peux appeler ancienne zone industrielle, mais qui reste toujours, le nom reste. Hein. Mais là, vous là-bas, par ailleurs. J'en connais beaucoup qui sont en train de s'installer. Ils sont les travaux ont démarré. Allez, continuez. En voulant vous installer là-bas, vous venez demander un agrément au code des investissements. Et sachez que le code des investissements, les agréments, les régimes qui sont dans le code des investissements, il y en a beaucoup qui sont assimilables à la GDZ. Je ne sais pas si vous comprenez, en termes d'avantages. Assimilables. À la seule condition que je dis bien, je répète surtout cette condition-là, l'exportation. Qui n'est pas imposée dans ces zones-là. Arsène Fador, pourquoi est-ce que, en tant qu'expert industriel, vous vous êtes posé une fois pour savoir pourquoi ça n'a pas prospéré, la zone franche de Sémé? Pourquoi la politique... Je pense, pour ma part, que ce qui a manqué, c'est qu'on s'est arrêté, on s'est limité au fait d'exonérer les gens de taxes. C'était pas bien pensé. On n'a pas mis en place, on n'a pas pensé aux autres facteurs. La viabilisation, l'accès, l'énergie. Je ne sais pas si vous comprenez. On n'a pas pensé à ça suffisamment. Et quand on pense à ça, il ne faut pas le penser État, en tant qu'État. Il faut le penser en tant que business. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est rattrapable? On peut encore corriger? C'est un... Qu'on le veuille ou non, si on veut faire, ça va être un nouveau projet. Et je ne suis pas sûr forcément qu'on veuille, quand on dit rattrapable, qu'on veuille faire exactement ce qui était par le passé. Il faut concevoir. Il faut concevoir. Et pourquoi, si tu veux concevoir, pourquoi s'enfermer?
Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Si vous voulez, c'est-à-dire? Pourquoi penser forcément à ça? Pourquoi se limiter à ça? Si vous voulez concevoir, réfléchissez. Si votre réflexion aboutit à ça, vous venez là. Alors, mais rien n'impose à ce... Surtout que le monde, voilà, surtout que le monde évolue, l'environnement évolue, les technologies évoluent, beaucoup de choses évoluent. Alors, Arsène Fado, je rappelle que vous êtes expert industriel et financier, votre mot de fin. Oui, je voudrais vous remercier pour cet entretien qui me permet déjà, même si c'est vraiment de façon liminaire, d'apporter des éléments de compréhension de ce que c'est que le développement industriel et de ce qui se fait aujourd'hui au Bénin dans ce domaine-là, et de dire que vraiment le développement industriel aujourd'hui tel que pensé n'est pas mauvais. Bien entendu on peut toujours améliorer, mais ce n'est pas mauvais, et je pense qu'il faut qu'on poursuive. Et au même moment, je suis aussi très attentif à tout ce qui peut apporter d'autres approches, parce que moi, je suis preneur de ça en tant que technicien et expert, même si je travaille aujourd'hui pour l'État. Je suis avant tout un expert, et je suis fier de ça. Je profite pour faire un clin d'œil à M. Vigile sur le financement des industries, les Béninois qui ont des idées, qui ont des projets. Je pense que il faut qu'ils se rapprochent de l'APIEX, qui se rapprochent de la Caisse des dépôts, qui se rapprochent des structures comme les banques, etc., pour comprendre comment est-ce qu'on peut les accompagner. Voilà, c'est ce que je peux dire. Il faut dire que c'est pas encore très mature ce domaine-là, mais pour moi, je pense et je suis très convaincu que ça va aller en s'améliorant. Merci, Virgile. Merci. Oui, merci à vous aussi. Oui. Merci, M. Fado.